et du coup, déjà des pôles commerciaux, c'est-à-dire des grosses villes où viennent échanger des marchandises. Hop, on peut avancer. Voilà, donc voilà une oasis donc perdue au milieu du désert. Hein. Donc vous voyez bien le désert, vous voyez l'oasis. La zone urbaine que vous voyez sur la photo est récente. À l'époque, il n'y avait pas de construction. Les habitants en fait de ces régions étaient des nomades. Ils ne faisaient que passer. Les caravanes ne faisaient que s'arrêter très peu de temps pour échanger les marchandises et passer comme ça d'une oasis à l'autre sur l'ensemble de la péninsule arabique. Donc là, c'est l'oasis d'Al-Oula qui existe encore. Vous voyez un peu le paysage un peu lunaire hein, dès que vous sortez des oasis. Donc c'est ça les régions montagneuses. En fait, ce ne sont pas des grandes montagnes, ce sont des espèces de massifs rocheux très abrupts qui tombent directement dans des vallées, donc les oueds hein, où coulent les rivières et où du coup peut effectivement se développer les oasis. Donc là encore, hein, la ville elle est moderne, pardon. L'avantage de ces caravanes, c'est que si vous voulez, même si elles côtoient les grands empires, puisqu'elles échangent des marchandises avec eux, donc que ce soit l'Empire égyptien, l'Empire perse, la Grèce, Rome, ils sont, si vous voulez, extérieurs à tous les problèmes de conquête, à tous les problèmes politiques que peuvent rencontrer ces empires. Donc en fait, les peuples échangent avec des civilisations bien plus anciennes, bien plus installées, mais sans en subir les conséquences politiques, ce qui fait qu'ils sont un peu privilégiés. C'est quand même une civilisation, la civilisation qu'on dit sud-arabique, c'est-à-dire pré-islamique, mais propre à l'Arabie. Ce sont des peuples qui ont quand même une religion polythéiste bien à eux, et qui ont une langue, donc voilà un exemple, et qui, depuis très longtemps, se réunissent déjà dans un endroit qui sera évidemment encore plus connu avec l'islam, donc à la Mecque, pour prier autour d'une pierre noire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais pour vous dire que sur place, il y avait déjà des populations qui avaient déjà une culture, une langue, une écriture bien spécifique. Voilà le genre de statuette qu'on venait déposer donc à la Mecque, donc dans le sanctuaire de la pierre noire. Donc vous voyez l'écriture sud-arabique qui est une écriture très graphique, mais qui est aujourd'hui bien connu. Hein. Vous avez Christophe Robin qui a été professeur, Christian Robin, qui a été professeur à Aix et qui maintenant est au Collège de France, qui est le spécialiste français de cette civilisation. Donc là, vous avez des stèles votives, vous voyez, avec un visage assez stylisé. Et voilà à quoi ressemble l'écriture sud-arabique. Donc aujourd'hui, elle est bien connue. Alors, la cursive, enfin la calligraphie n'est pas du tout arabe. Par contre, la langue est une langue très gutturale, un peu comme l'arabe aujourd'hui. Donc voilà, donc là je vous montre. Alors c'est une œuvre d'art, c'est pas une photo, c'est une œuvre d'art. Donc c'est un artiste anglais qui a fait ça, qui montre donc la Mecque avec au centre la Kaaba. Donc c'est une vision actuelle, hein, avec donc tous les pèlerins autour. Il faut savoir que le sanctuaire même de la Kaaba, c'est-à-dire vous enlevez la bâche noire, ce qui se trouve à l'intérieur, était déjà le lieu saint de ces civilisations dites sud-arabiques. Voilà. Donc là, le texte vous explique que tout simplement, tout musulman doit faire le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage au moins une fois dans sa vie, en sachant que le pèlerinage des hommes n'est pas celui des femmes, hein, je vous le dis tout de suite. L'égalité des sexes, l'islam ne connaît pas trop. Donc là, je vous montre tout simplement les anciennes caravanes qui vont à la Mecque. Vous voyez que ce n'était pas aussi moderne que maintenant. L'Arabie Saoudite n'avait pas autant d'argent dû au pétrole, hein, tout simplement. Diantre, c'est nous ça? Non. Je vous montre donc la pierre noire. Vous le voyez donc à l'angle donc de la Kaaba. Vous avez une ouverture qui vous montre tout simplement la pierre noire, qui est donc la pierre la plus sacrée du monde musulman, mais bien avant déjà donc des civilisations sud-arabiques. Donc ça, c'est une miniature turque qui vous montre déjà le côté saint de la Kaaba avec son enceinte protégée. Donc, si je vous parle de l'islam, donc je vous ai dit que c'était une religion monothéiste née d'une révélation. La révélation, il faut bien la faire à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Mahomet.
donc qui va devenir le prophète de l'islam, qui à la base est un riche marchand de la Mecque, donc qui fait partie de ces populations sud-arabiques polythéistes qui ont fait fortune grâce aux caravanes qui traversaient l'Arabie. Donc à 40 ans, c'est bien précis, donc il habite la Mecque et il décide, ça lui arrive assez souvent, il est un peu mystique, il décide de se retirer dans une grotte. Donc ça c'est la calligraphie de Mahomet. Il décide de se retirer dans une grotte dans les Mouhira, c'est-à-dire les montagnes. Dès que vous sortez de l'oasis de la Mecque, en fait, vous avez des petites montagnes comme vous avez vu au début. Et donc, il part se recueillir donc, dans la grotte que vous voyez en dessous du panneau. Il va rester là quelques jours. Et c'est dans cette grotte que l'archange Gabriel va lui apparaître. Voilà. Donc, il vient lui dire que tout simplement, il a été choisi par Dieu, donc Allah, qui n'est pas le Dieu des Juifs, qui n'est pas le Dieu des chrétiens, pour tout simplement répandre cette nouvelle religion donc de ce Dieu unique. Donc, il va sortir de la grotte, il va rentrer à la Mecque, et il va dire à sa femme Khadija et à ses amis, tout simplement qu'il a eu la révélation de la bouche d'un ange, donc Gabriel, Djibril en arabe, et que donc, à partir de là, sa vie sera consacrée tout simplement à répandre la parole d'Allah. Donc, il commence petit à petit déjà dans sa ville à la Mecque à essayer de convaincre ses concitoyens toujours polythéistes, toujours avec une culture et une écriture sud-arabique, qu'ils doivent renoncer à leurs anciennes croyances pour se soumettre à la volonté du nouveau Dieu unique. Donc, ça ne se passe pas super bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bien accueilli. Hop, j'étais trop loin. Il n'est pas très bien accueilli, tout simplement pourquoi? Parce qu'on le prend un peu pour moitié un hérétique, et puis on a déjà eu les mêmes problèmes avec les autres religions monothéistes au nord, donc au Proche et Moyen-Orient, et on se dit, ça y est, c'est un prophète de plus, voilà, donc il a énormément de mal. Donc là, je vous ai mis donc le Dieu unique Allah. Il faut savoir que Allah est la base de la calligraphie musulmane, vous le verrez de partout. Donc là, c'est Sainte Sophie. Venant de ma part, ça ne vous étonnera pas. Voilà, donc c'est tout simplement le vocable Allah. Il faut savoir qu'en islam, Allah doit être loué, c'est-à-dire doit être prié sous 99 noms différents. Voilà. Voilà les 99 graphies d'Allah. Donc il y a le bienveillant, le bienheureux, le grandissime, enfin voilà. Et ça, en fait, c'est la base de l'art musulman, puisque vous allez voir que petit à petit, notre période à nous va être une période d'assimilation d'art plus ancien, mais petit à petit, l'art arabe va devenir vraiment un art avec une prédominance de la calligraphie comme support, et ces 99 noms vont servir et vont être repris dans énormément de supports décoratifs. Donc, tout simplement, en 622, c'est ce qu'on appelle l'hégire, c'est-à-dire le début du calendrier musulman. Qu'est-ce qui fait cette date? Tout simplement, Mahomet, il a bien essayé de persuader ses concitoyens mécois de la vérité de la parole qu'il amène. Malheureusement, ça ne le fait pas, donc il est chassé. Donc, il va y avoir énormément d'affrontements. Et il va être chassé de la Mecque et il va devoir se réfugier dans une ville, Yatrib, donc il va devenir Médine. Médine, c'est une fois que Mahomet est arrivé là-bas. Avant, la ville s'appelle Yatrib, elle devient Médine, c'est-à-dire Médina, ville en arabe, parce que ça sera la ville de Mahomet. Voilà. Donc là, vous voyez donc son périple, hein, il part de la Mecque, il remonte vers Médine, donc c'est toujours une oasis. Alors là, vous allez voir, donc c'est une vue actuelle de la mosquée du prophète à Médine. Donc, il se trouve à l'emplacement de la maison du prophète lorsque Mahomet, en 622, va arriver dans la ville. Alors, évidemment, ça n'a plus rien à voir, entendons bien. Ce que vous voyez là, c'est un quartier complet. Vous voyez une autoroute autour. Ce n'est pas une vision. Ce que vous voyez, ce sont des panneaux solaires qui servent à réfrigérer le sol. Vous êtes en plein désert. Voilà. Mais ce qu'on a du mal à voir ici, c'est qu'en fait, c'est une oasis. Voilà. Il faut me croire sur parole, mais c'est une oasis.
Donc voilà. Une fois qu'il est à Médine, il va réussir. Alors bizarrement, je pense que les gens de Yatrib sont un peu plus ouverts d'esprit et accueille son discours et son nouveau Dieu de façon un peu plus apaisée qu'à la Mecque. Il va réussir petit à petit, alors je repars en arrière, pardon. Il va réussir à conquérir ce que vous voyez la partie en Ashuré. C'est-à-dire qu'il va, grâce à un discours de paix, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a de violence dans son discours, il va réussir à fédérer toutes les petites tribus sud-arabiques que vous voyez dans la partie Ashuré. Donc il va réunir une petite armée, et c'est grâce à cette petite armée qu'il va revenir sur la Mecque, qu'il va combattre les Mécois et qu'il va détruire, pour partir sur des bases saines, il va détruire toutes les petites statuettes et les stèles que je vous ai montrées précédemment, donc du culte sud-arabique, qui pour lui est incompatible. Je veux dire, le polythéisme sud-arabique est absolument incompatible avec le Dieu unique, donc il va entièrement détruire le sanctuaire de la Kaaba. Donc là, vous le voyez. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez voir parfois sur les manuscrits, vous allez voir Mahomet avec un visage humain, et puis souvent, la plupart du temps, donc là, vous le voyez, hein, vous avez l'archange Gabriel, donc qui le protège et qui protège la parole qu'il transmet, et vous avez Mahomet qui est donc en vert, qui est la couleur sainte de l'islam, avec un visage blanc. Le manuscrit n'a pas été abîmé, c'est juste que dès l'instant où Mahomet devient prophète, il devient l'incarnation de Dieu, et de ce principe-là, il perd son côté humain, d'où l'aniconisme de son visage qu'on va retrouver énormément. Vous le verrez dans les manuscrits que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez bien les armées qui s'affrontent. Donc là, vous voyez donc la carte, je suis désolée, c'est en anglais. Voilà ce qu'à l'époque de Mahomet, Mahomet va réussir à conquérir. Donc c'est toute la péninsule arabique, je veux dire du golfe Persique jusqu'à la mer Rouge, jusqu'à la mer d'Arabie. Tout simplement, lui et ses armées, donc avec comme seul credo cette nouvelle religion. Je veux dire, il n'y a pas de volonté plus politique que ça, c'est vraiment une conquête religieuse. Donc la conquête va durer donc jusqu'en 632. Donc voilà, donc là, donc vous voyez, hein, donc il part à la Mecque. Donc là, vous voyez, il a toujours l'absence de visage, vous le voyez. Hein. Alors ce que vous voyez autour, les flammes, là, tout simplement, c'est un peu comme les mandilions pour ou les auréoles pour les chrétiens. C'est tout simplement le signe du côté saint du personnage. En l'occurrence, là, évidemment, donc Mahomet sur un dromadaire, hein, n'oubliez pas, ce sont des nomades. Les chevaux arriveront beaucoup plus tard. Et vous voyez, vous le repérez tout simplement au grand manteau vert et donc au turban blanc et le fait qu'il n'ait pas de visage. Voilà. Donc, une fois qu'il revient à la Mecque, il fait de la Mecque le centre du monde musulman avec la Kaaba. Donc, on est d'accord, il a effacé toute trace des cultes polythéistes précédents. Et donc, il va faire de la Kaaba le centre de pèlerinage le plus saint du monde musulman, ce qui est toujours aujourd'hui. Donc, ce qui ramène énormément de monde et d'argent, hein, parce que le pèlerinage, c'est aussi une question d'argent. Donc là, ce que vous voyez, c'est rien, en sachant que donc, ça, c'est une vue assez récente. Donc, le site est aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, l'Arabie Saoudite a décidé de réfrigérer le sol, puisque quand le pèlerinage tombe, donc le jour du Mawloud, le jour de la naissance de Mahomet, tombe en plein été, vous avez des 50 degrés hein, sur place. Donc, si on ne veut pas se brûler en faisant le pèlerinage, et notamment la circumambulation, c'est-à-dire le fait de tourner autour de la Kaaba, donc ils ont décidé de réfrigérer le sol en marbre blanc. Voilà, on vous le dire. Bon, après, l'Arabie Saoudite a de l'argent, hein, je ne vous fais pas un dessin. Donc voilà, ça c'est une vue ancienne, mais qui vous montre, si vous voulez, le grand cercle, c'est le monde musulman, le Dar al-Islam, et au centre, la partie la plus sainte de l'islam, c'est la Kaaba, avec le sanctuaire autour. D'accord ? Si c'est rond, c'est tout simplement parce que je viens de vous expliquer que
l'acte principal du pèlerinage, c'est déjà d'aller à la Mecque et surtout de tourner autour de la Kaaba. C'est pour ça que l'enceinte, systématiquement, va être représentée sous forme circulaire. Donc là, vous n'avez pas de minaret à l'époque, puisque c'est juste un sanctuaire, vous n'avez pas de mosquée. La mosquée viendra plus tardivement. Par contre, la prière, je ne sais pas si vous le voyez à côté de la Kaaba, vous avez le petit minbar, c'est-à-dire toujours la chaire à prêcher de laquelle le muezzin fait l'appel à la prière. Voilà. Mais vous n'avez pas encore le minaret. Donc l'hégire commence en 622 lorsque Mahomet quitte la Mecque pour aller à Médine, et il va mourir 10 ans après, en 632. Et donc là, on voit donc la mort de Mahomet. Donc là, on le voit au-dessus de son corps, donc toujours avec les flammes que vous voyez au-dessus de sa tête et sans visage. Et vous voyez les 4 personnages autour, ce sont les 4 premiers califes qu'on appelle bien guidés ou Rashidouni en arabe, qui vont être ses successeurs. Mahomet n'a pas d'enfant et c'est lui qui va choisir ses successeurs. Non sans faire de problème, parce que c'est vrai que ce sont les fidèles des fidèles parmi les plus anciens, mais après, faire un ordre là-dedans, c'est quand même assez compliqué. Pourquoi que ça ne marche pas? Voilà. Donc, il faut savoir que Mahomet n'a jamais rien écrit. Lui, on a écrit, on a transcrit ses paroles, mais il n'a jamais rien écrit de lui-même. On est loin de Moïse et des tables de la loi, voilà. Par contre, il faut savoir que énormément de ces principes, de ces dires ont été transcrits, et à sa mort, on va commencer à s'inquiéter de la succession physique du prophète, mais aussi de ce que va devenir la parole divine, donc le Coran. Le Coran n'existe pas en tant que livre à l'époque, il va être compilé au fur et à mesure des années. Là, vous avez devant les yeux une feuille de ce qu'on appelle le Coran bleu de Kérouan. Alors, de Kérouan, il y en a à Kérouan, il y en a au Métropolitain, il y en a dans énormément de musées. C'est un énorme Coran qui est parmi les plus anciens Corans conservés. Il n'est pas d'époque omeyyade. Je vous dis tout de suite. Le premier calife qui va succéder à Mahomet, c'est Abou Bakr as-Siddiq, qui est donc un des plus anciens, un des plus vieux fidèles, et dans le temps passé ensemble et dans l'âge. Donc là, c'est une miniature turque. Abou Bakr va être fondamental pour le monde musulman, puisque, alors je vais vous donner ses dates. Alors lui, il n'a pas fait long feu. Donc, il a fait 632-634, 2 ans. Bon, voilà, donc il n'est pas resté calife Rachidoun longtemps. Par contre, c'est à lui que va incomber la tâche de commencer à compiler les récits de Mahomet, et donc de compiler ce que va devenir le Coran plus tard. Voilà. Donc, en 2 ans, il a le temps de commencer ça, et il a le temps de commencer, d'initier les conquêtes. Voilà. Et encore, je trouve qu'en 2 ans, il en a fait déjà beaucoup. Donc, après Abou Bakr, donc... Donc, il y a Omar ibn al-Khattab. Donc, c'est lui, on va dire, un des plus combatifs des califes Rachidoun. C'est notamment lui qui, entre 634 et 644, va s'occuper de conquérir ce qui était les vestiges de l'Empire perse et ce qui était les vestiges les plus proche-orientaux et moyen-orientaux de l'Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin. Donc lui, c'est plutôt on va dire comment on appelle ça, les trucs de guerre, un chef de guerre, plutôt qu'un philologue ou comme pouvait l'être par exemple Abou Bakr. Voilà. Donc vous allez le voir sur la carte qui vient juste après, vous allez voir l'étendue des conquêtes faites par. Voilà, c'est un conquérant. Ensuite, donc vous avez Othman, voilà, Ibn Affan.
donc lui, on va dire que c'est un mix des deux. C'est un mix d'Abou Bakr et de Omar, c'est-à-dire qu'il va être à la fois très attaché à la théologie et en même temps, il va asseoir plus encore le pouvoir sur les territoires qu'avait conquis Omar. Donc, c'est notamment lui, entre 644 et 656, qui va fixer l'organisation du Coran. Alors, le Coran, c'est pas comme la Bible ou comme peut l'être la Torah et le Talmud, c'est pas chronologique, c'est pas géographique, c'est une compilation qui peut paraître un peu arbitraire des hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, donc regroupées en sourates, donc en versets, qu'on va mettre selon une priorité qui est une priorité, comment dire, religieuse, c'est-à-dire qu'est-ce qui a le plus d'importance pour un musulman. Voilà, donc c'est pas les premières paroles les plus anciennes, c'est pas du tout réglé comme ça. Par contre, c'est lui qui va le faire, et donc c'est sous Othman que vont apparaître les premiers Corans, vraiment en tant que livre, en tant que compilation établie avec un ordre et des hadiths qui, pour la première fois, sont écrits noir sur blanc. Malheureusement, ça va très mal se passer donc à la fin donc de son califat, avec donc Ali, donc, qui est très connu, donc Ali ibn Abi Talib, qui est le calife Rashidoun le plus, à la fois le plus bizarre dans l'ordre, parce que certes, il est cousin et gendre du prophète, mais surtout, il est à l'origine du mouvement qu'on appelle donc le mouvement chiite, qui est donc le chiisme, hein, donc qui est un mouvement qui vraiment va couper complètement de la vision très pacifiée, le plus large possible du mouvement principal, qui est donc le mouvement sunnite. Et retenez bien Ali, parce que c'est à cause de lui, ou suite à lui, qu'il va y avoir le premier schisme dans le monde musulman, donc après la dynastie des Omeyyades, et l'arrivée d'une dynastie beaucoup plus irakienne et beaucoup plus chiite, à savoir les Abbassides. Voilà. Donc Ali, bon, comme il était quand même assez divergent dans ses idées, on ne peut pas lui attribuer énormément de conquêtes, pas vraiment. Par contre, un fait qui va énormément marquer le monde musulman et qui va nous intéresser, c'est son assassinat. Donc Ali va être assassiné par le gouverneur de Damas, qui est donc un général qu'on appelle Muawiyah, qui sera à l'origine de la dynastie des Omeyyades. Donc c'est une dynastie califale, donc avec de père en fils, hein. Mais c'est suite à son assassinat que va émerger un califat dynastique. Voilà. Donc voilà ce que je vous expliquais, c'est-à-dire l'expansion des débuts de l'islam. Donc comme je vous l'expliquais, vous voyez qu'il n'y a pas d'expansion sous Ali, hein, parce que tout simplement, il était plus préoccupé à essayer de décrypter le Coran, à essayer de valoriser ce que lui jugeait important dans le Coran et pas vraiment les conquêtes. Donc, on a énormément de territoires conquis, donc sous Mahomet lui-même au début, et puis ensuite sous les 3 premiers califes Rashidoun et pas vraiment sous Ali. Bon, vous allez me dire, c'est déjà pas mal hein, comme conquête. Voilà. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Hein. C'est sous... donc, bon, pas vraiment Ali, puisque le Coran existait déjà quand il est arrivé, mais c'est vraiment sous Othman que va être compilé donc, le Coran, ou littéralement la révélation, qui va devenir le livre saint. Donc là, c'est un schéma un peu complexe, mais vous pouvez faire des captures avec le téléphone si vous voulez. C'est tout simplement comment s'est construit le Coran. C'est ce que je vous expliquais. Donc, vous avez la source, là-haut. Donc, la source, c'est tout simplement la parole de Dieu, la révélation. Donc là, vous avez donc le livre matriciel qu'on appelle al-Kitab. Et puis, vous avez ensuite toutes les étapes jusqu'à la transcription du message. Vous voyez ? Mais là-dedans, il y a énormément d'interventions, donc certes de Mahomet, mais donc là, vous avez déjà essayé de savoir de ce qui est vraiment de Mahomet ou pas, essayer de le mettre dans l'ordre, de le traduire, parce que là encore, donc il y avait quand même, les tribus avaient plus ou moins une même langue, mais
des dialectes différents, donc il a fallu traduire tout dans le même dialecte pour en faire un ouvrage commun. Donc là, je ne vous fais pas de prosélytisme, promis, on va vite passer. L'islam repose sur 5 piliers, donc la shahada, qui est tout simplement la phrase par laquelle doit commencer toute prière musulmane. Donc c'est « Il n'y a deux que Dieu et Mohammed et son prophète, Allah illallah wa Muhammad Rasulallah ». Ensuite, vous avez la salat, ce que vous voyez, c'est-à-dire la prière 5 fois par jour. La zakat, donc qui est en fait l'aumône. Le jeûne pendant le mois du Ramadan. Donc, comme le calendrier musulman n'est pas un calendrier tel que le nôtre, vous avez un décalage systématiquement entre 21 et 28 jours systématiquement. Et donc, le hajj dont on a parlé, qui est donc le pèlerinage qui doit être fait au moins une fois dans la vie de chaque musulman. Le hajj, c'est pour les garçons. Les femmes, elles, doivent faire la umrah. C'est l'équivalent du hajj, mais à une date différente. Et là, effectivement, sont réunis à la Mecque uniquement des femmes. Puisque vous allez le voir dans les mosquées, si vous connaissez le monde musulman, vous avez aujourd'hui encore une séparation plus ou moins nette entre la pratique des hommes et la pratique des femmes. Voilà. Donc là, je vous ai juste mis parce que je trouve la photo jolie. Voilà. C'est moi, ça. Mais tout à fait. Voilà, donc on remet une carte. Donc, ce qui est en vert foncé et en vert moyen, on va dire, c'est tout simplement les conquêtes qui ont été faites à l'époque de Mahomet et à l'époque des califes Rachidoun. Et là, je vous montre le reste des conquêtes en vert clair qui vont être faites à l'époque omeyyade. Donc, pour vous dire que même si l'Empire était déjà assez important donc à la mort d'Ali en 661, pour autant, l'Empire va continuer de grandir jusqu'en 750. Moi, je m'arrête en 750. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais c'est déjà un bel empire, je considère. Voilà. Ah oui, ça. Voilà. C'est l'empire romain. Oui, un peu l'empire romain, tout à fait. Voilà. Donc, vous enlevez la partie effectivement byzantine, voilà. Mais qui va jusqu'à donc la Perse, vous le voyez, qui va jusqu'à la Turquie, jusqu'à l'Asie centrale. Et qui va jusqu'au Maghreb et jusqu'à l'Espagne, comme vous l'a dit Henri en début de conférence. Et, donc, évidemment, donc là, je vous ai présenté les grands traits de l'islam. Promis, c'était assez barbant, je le reconnais, mais il fallait partir sur des bases. Là, on va vraiment attaquer l'art. Alors, si l'art va commencer, en ce qui me concerne, à partir de 632, c'est tout simplement parce qu'à l'époque de Mahomet, nous n'avons pas ou peu de traces d'art. Donc, on a de l'art sud-arabique, comme je vous l'ai montré. On va avoir de l'art omeyyade, mais l'art de Mahomet et de l'époque des Rachidouni, c'est assez problématique puisqu'on a très peu de traces. On a, par les sources, donc on sait que lorsque le prophète est arrivé à Médine et qu'il a commencé à répandre la parole d'Allah, il a commencé à aménager donc une mosquée qui n'était pas une mosquée au départ, qui était la maison du prophète. Le plan que vous voyez là, donc le plan d'une mosquée avec une cour centrale et un portique et des appartements sur le côté, ce que vous voyez là, retenez-le bien parce que ça va être le plan typique de quasiment toutes les mosquées jusqu'à une époque très récente. J'enlève les mosquées turques à coupole, mais sinon c'est le principe de la mosquée à cour centrale qu'on a jusqu'en Espagne, jusqu'au Maghreb, voilà, même à l'époque abbasside après. Donc voilà, qui est issu donc de cette maison du prophète. Vous voyez que donc la cour donc sert tout simplement pour les ablutions et vous avez la salle de prière qui est en bas, là où vous avez écrit minbar. Donc minbar, je reprends, c'est la chaire à prêcher qui sert à l'imam à faire la prière. Donc voilà, ça c'est une reconstitution donc, au musée de Médine de la maison, à quoi devait ressembler la maison du prophète. Donc là, ils ont été, là vous voyez les appartements du prophète et de sa famille. Sur la maquette, je pense qu'il a dû se disputer avec ses femmes, il est assez réduit quand même. Mais vous voyez le principe d'une construction, ça vous explique pourquoi on n'a rien aujourd'hui. C'est tout simplement parce que c'est une construction en pisé avec un toit en palme et recouvert d'argile donc, et des colonnes en bois.
Donc, autant vous dire qu'archéologiquement, on avait peu de chances de retrouver quoi que ce soit. Voilà tel qu'on représente la maison du prophète à Médine au fur et à mesure des siècles. Donc là, c'est Iznik 17e, mais ça a peu changé. Donc vous voyez juste donc, les minarets qui ont été rajoutés, la salle de prière donc, qui est bien spécifiée avec le minbar, très imposant hein, sur la céramique. Et pour vous dire, on reste quand même sur une mosquée avec une salle de prière et une cour. Voilà. Donc là, on arrive donc en pré-Omeyyade, je n'ai pas grand-chose de plus, très honnêtement. Là, on arrive vraiment sur l'art de l'époque des Omeyyades de Damas. Alors pourquoi Omeyyades de Damas? Parce que tout simplement, comme vous l'a dit Henri, les Omeyyades en 750, ils vont quitter le Proche-Orient, mais ils vont ressurgir en Espagne, donc avec l'émirat puis le califat de Cordoue. Donc moi, en ce qui me concerne, comme c'est vraiment les débuts de l'islam, je m'arrêterai aux Omeyyades de Damas, donc en 750. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les branches de l'islam. Donc vous avez effectivement donc, les branches, la branche sunnite, c'est-à-dire Mahomet, les 3 premiers califes. Donc vous enlevez évidemment Ali, hein, donc là il y a marqué, hein, Ali est assassiné par Muawiyah. Hop, et d'Ali, vous tombez sur la branche chiite. Et la branche principale, qui est la branche majoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, qui est la branche des sunnites. Vous le voyez, l'islam, c'est pas aussi simple que ça. Vous avez énormément de dissidences, alors plus du côté chiite que du côté sunnite, et vous avez aujourd'hui un mouvement donc, qui est en train de prendre énormément d'importance, qui est le mouvement salafiste. Donc voilà, qui est l'islam un peu rigoriste d'Arabie Saoudite, qui n'est pas marqué, mais voilà, et vous avez énormément de sous-branches, hein, entendons bien, là c'est les principales. Pour vous montrer que quand on vous dit « je suis musulman », faut-il encore savoir de quelle branche il s'agit. Voilà. Donc là, je vous montre donc la dynastie des Omeyyades. Donc c'est pas ce qui est en blanc, c'est ce qui est en couleur. Vous voyez qu'il y a 2 branches. Il y a la branche des Soufianides, qui est la branche, on voit la souris là, qui est donc la branche ici, où vous avez donc Abu Soufiane, d'où le nom Soufianide, avec Othman, et Muawiyah, donc le premier calife omeyyade, et ses 2 descendants. N'ayant pas, Muawiyah II, n'ayant pas de descendance, hop, on bascule sur l'autre branche, qui est donc les Marwanides, qui eux vont aller jusqu'à Abd al-Rahman II, c'est-à-dire le dernier calife omeyyade qui va s'enfuir en Espagne et fonder l'émirat de Cordoue. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vous parler d'architecture, parce que c'est tout simplement là où on a le plus d'exemples, où on a les plus belles photos à vous montrer, et surtout une pluralité de bâtiments qu'on a quand même du mal à égaler, par exemple, à la période abbasside. Donc on va avoir des palais civils, des palais urbains, des bains, donc le plus souvent reliés à un complexe de palais, à un complexe palatial, mais pas que, des mosquées et des monuments religieux. Donc les palais urbains. Les Omeyyades vont faire de Damas leur capitale. Pourquoi Damas? Tout simplement parce que c'était déjà un pôle qui est centré par rapport à l'Empire omeyyade. C'est-à-dire, si vous prenez la carte de l'Empire, c'est une ville qui est quand même assez centrée. C'est une ville qui avait un riche passé commercial de l'époque romaine et de l'époque byzantine. Donc, c'est déjà une ville sur laquelle il existe déjà une trame urbaine et va être associée à Damas, donc la ville d'Amman, donc en Jordanie, pas très loin, dans laquelle, là encore, les palais urbains, on le voit à Damas, à Amman, c'est très très bien étudié par l'archéologie, parce que grâce à Dieu, c'est pas construit. Donc c'est la Kalat al-Amman, c'est-à-dire la colline qui surplombe Amman, où vous avez une superposition de couches de l'époque romaine, de l'époque avec un palais d'un gouverneur byzantin et le palais omeyyade, dont vous avez ici le porche d'entrée. Donc le porche d'entrée, retenez bien la forme du porche, parce que les Omeyyades, ils n'ont pas très innové. Ils sont partis d'une architecture byzantine à coupole, avec le principe d'un espèce de bâtiment à plan centré, un peu comme les tétrapiles, comme pouvait l'être l'architecture
romaine. Et vous verrez les plans urbains que je vais vous montrer. C'est la copie conforme de l'urbanisme romain avec le cardo, le decumanus et on va dire la place, le bâtiment central et les portes. Voilà. Donc là, c'est le porche d'entrée, donc qui a été fouillé et remonté, pas d'origine, hein, je vous le dis. Voilà. Voilà une ville, par exemple, sortie ex nihilo, donc Anjar, qui date vraiment des débuts de l'époque omeyyade, qui se trouve au Liban, dans la plaine de la Bekaa, vraiment pas loin de Baalbek. Vous voyez que si vous ne savez pas que c'est une ville omeyyade, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Vous avez une ville devant vous avec un plan orthonormé, des grosses tours aux angles, une enceinte carrée, enfin bon rectangle, 2 axes principaux, un tétrapile au centre, des bâtiments, des palais. Donc ici, vous avez un bain, voilà, que j'ai moi-même fouillé. Voilà. Si la zone ici n'a pas été fouillée, c'est tout simplement parce que vous prenez le principe de la symétrie. On n'a rien à apprendre à fouiller la zone ici. Donc voilà, on a le plan de la ville principale. Voilà donc ça c'est le tétrapile, donc la grande allée centrale avec le tétrapile donc au milieu, qui se trouve donc ici. Donc comme le dit Henri à côté, en fait, c'est très romain, c'est-à-dire que le tétrapile est romain. Vous avez juste un petit clin d'œil au monde byzantin, donc avec les colonnes, dont les chapiteaux sont des chapiteaux pour beaucoup très travaillés, et surtout ce jeu sur entre les briques et les pierres, donc cette superposition qui donne un effet visuel en jouant sur les matériaux, en fait, sur les façades. Et les constructions, vous le voyez ici, c'est un opus tout à fait romain. Vraiment, ils n'ont rien inventé. Donc voilà une autre ville omeyyade. Alors malheureusement, ça restera rien n'est construit, rien n'est vraiment conservé à Aqaba. Tout simplement pourquoi? Parce que la ville moderne a grignoté petit à petit donc, la ville antique. Donc a été fouillée toute cette partie-là. Encore heureux pour nous, puisqu'on a donc la mosquée, on a le tétrapile, on a le porche d'entrée qui est encore conservé à l'heure actuelle. Tout le reste, en fait, aujourd'hui, ça c'est une autoroute, ce que vous voyez au milieu, et tout le reste est construit. Mais on a un plan de ville, comme pour Anjar et comme pour toutes les villes omeyyades. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'elles sont toutes sur le même plan. Plan orthonormé, enceinte, carré ou rectangle, avec des tours aux angles, des tours semi-circulaires au milieu, des porches d'entrée. Voilà, un aspect très défensif, aucune ouverture sur l'enceinte, si ce n'est les porches d'entrée. Et donc le cardo, le decumanus, le bâtiment centré, voilà, vraiment, ils se sont implantés la plupart du temps sur des villes romaines ou byzantines, donc ils n'ont fait qu'améliorer une trame urbaine qui était déjà existante, et quand ils ont construit ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire des trames urbaines orthonormées à la gréco-byzantine, romaine, voilà. Ensuite, pour ceux qui connaissent l'architecture omeyyade, ce qui est le plus connu aujourd'hui de l'architecture omeyyade, indépendamment de 3 bâtiments religieux, ce sont ce qu'on appelle les châteaux du désert. Les châteaux du désert, vous en avez dans 2 pays, 3 si on compte la Palestine, mais vraiment en 2 pays, c'est-à-dire la Jordanie, donc qui sont ici sur la carte, mais vous en avez aussi en Syrie, on va les voir. Donc vous les voyez, ils sont marqués, donc il y a Kasra Labat, Azrak, Hamala, mais ça on ne le verra pas, Hanane et Mshatta. Vous voyez que c'est pas loin d'Amman. Pourquoi désert? Tout simplement, vous allez le voir, hein, on n'a pas... Donc voilà le plan de Mshatta. Mshatta est un site extraordinaire, d'une superficie incroyable, donc construit par Al-Walid II en 744, donc c'est assez tardif, certes, mais c'est surtout un palais qui a été entièrement fouillé. Tout a été fouillé à l'intérieur de l'enceinte. Malheureusement pour les Jordaniens, l'équipe allemande qui a fouillé le site a dépossédé le site de la plupart de ses décorations. Alors, sous le prétexte bien gentil de conservation, il n'empêche qu'aujourd'hui, à Mshatta, donc vous avez sur place quelques fragments de l'enceinte, quelques fragments des contours de la cour que vous avez ici. Le reste de la décoration a été transporté à Berlin. Donc voilà le site aujourd'hui. Donc vous avez ici donc le grand portique d'entrée, ici la mosquée,
Voilà. Vous aviez, alors ici, retenez bien cette espèce de bâtiment ici. Donc là, c'est un porche qui était avancé, qui a été détruit, un peu comme ici, vous voyez. Et ici, c'est les restes de ce qu'on appelle une avancée militaire, c'est-à-dire une espèce de caserne qui garde l'entrée du château. Donc c'est un château, mais quand même protégé. Voilà ce qui reste aujourd'hui sur site. Vous allez me dire, c'est pas mal, hein, vous avez des rosaces, vous avez une architecture en pierre d'une qualité incroyable, vous avez un décor qui, pour ceux qui connaissent l'art byzantin, ce travail en nid de guêpe est quand même assez typique de l'art byzantin, notamment de Justinien, hein, voilà. Mais voilà, malheureusement, ce qui reste sur site. Et voilà, tout ce qui a été transféré donc, au Islamic Museum de Berlin, où vous avez l'entièreté du mur d'enceinte de la cour centrale que nous avons vu, l'entièreté du décor, figuré ou non, a été transférée donc, dans une aile complète du musée islamique de Berlin. Et donc, vous voyez là le travail, hein, donc, avec des statues, des têtes humaines, on va revenir dessus. Et donc, là, évidemment, mieux conservé parce que c'est à l'intérieur, ce que vous aviez ici, donc ce type de rosace très travaillé, avec des sculptures qui sont presque de la ronde bosse tellement que c'est sculpté, donc dans une aile du Islamic Museum. Là, je vous ai mis donc des petits détails. Donc ici, c'est un simurg, c'est-à-dire c'est une figure persane. Donc pour vous montrer l'influence, hein, donc c'est très sassanide. Pour ceux qui connaissent l'art sassanide, vous avez ici un vase gaudronné avec ses nervures, des anses à volutes, et donc le simurg qui est une figure légendaire en fait, avec une tête de cheval, un corps de griffon et des ailes. Et donc, vous avez ça, donc vous voyez la qualité de la sculpture, c'est-à-dire que là, il faut me croire sur parole, vous passez le doigt derrière pour vous montrer la finesse en fait, hein, des détails. Donc vous avez ici un simurg, vous avez ici donc deux lions, léopards, voilà, en train de boire à la coupe. Et vous, là encore, vous voyez la finesse des sculptures qui sont presque de la ronde bosse. Hein. Donc ici, vous avez donc un centaure, donc évidemment, hein, buste d'homme et corps de cheval. Voilà, ici donc un château du désert. Vous comprenez pourquoi on dit du désert, hein, parce que c'est pas la végétation qui va vous étouffer autour. Il faut imaginer Mchata comme ça, mais en beaucoup plus grand et beaucoup moins bien conservé en hauteur. Vous voyez qu'il y a très peu d'ouvertures. Vous avez ici quelques fentes qui ne sont pas des fentes d'attaque, d'accord? Ce n'est pas des meurtrières, ce sont des fentes d'aération. Et le seul jeu, c'est ces briques mises de biais pour former un petit décor sur l'extérieur. Vous voyez quand même que les châteaux du désert, dans leur grande majorité, on va voir, il y a 2 exceptions, on va les voir, ce sont des espèces de forteresses dont le luxe est à l'intérieur, mais où l'architecture et l'enceinte est quand même d'une austérité absolue. Aucun décor, rien. Ça fait caravansérail. Ça fait très caravansérail, très. À part que c'est vraiment perdu au milieu de rien, vraiment. Donc celui-là, Khalané, donc qui se trouve en Jordanie, je ne voulais pas mis de photos de l'intérieur, tout simplement parce qu'il n'y a rien. Enfin, je veux dire, l'enceinte est très bien, elle a été refaite, évidemment. Donc tout le haut, vous voyez, hein, a été remonté. Il était conservé jusqu'à la hauteur de ces briques mis de biais. Tout ce qui est au-dessus a été conservé, mais les portiques, le grand porche d'entrée, est un porche d'origine. Je vous ai rien mis de l'intérieur parce qu'il n'y a rien. Voilà. Khalané se suffit à lui-même. Par contre, là, on atterrit sur un palais du désert donc, qui se trouve en Syrie. Donc, on appelle Kasraqir al-Sharki. Alors, j'ai mis 7 ans de ma thèse à faire la différence entre les deux Kasraqir, parce que vous allez voir qu'il y en a 2. Il y en a un à l'est et un à l'ouest. J'ai fini par comprendre que Sharki, ça vient de Mashrek, c'est-à-dire l'Orient de l'Est. Et l'autre, il s'appelle donc Kharbi, qui vient de Greb, Maghreb, donc de l'Ouest. J'ai mis très longtemps à percuter les deux. Les deux ont été construits par Hicham en 728. Donc, Hicham est un des plus grands constructeurs du califat omeyyade. Et c'est le constructeur le plus, à la fois érudit, le plus esthète, et celui qui a mis le plus de soin à la décoration. Donc, vous avez ici un palais qui a la taille à peu près de Mchata, à peine plus petit,
qui a été entièrement fouillé, entièrement. Voilà, donc vous avez ici une photo de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fortin militaire qui protège le château. Vous voyez, comme pour Harane, comme pour Mshata, que la végétation autour, on repasse, hein, c'est vraiment un château du désert. Donc, je sais qu'il y a eu énormément de théories sur les usages. C'est tout simplement, il faut imaginer que les Omeyyades sont des nomades. Les nomades, ils sont habitués à vivre dans le désert. Un environnement comme ça leur fait pas peur. Ils ont besoin, ils ne sont pas urbains. La ville, c'est pas leur truc. Ils ont besoin de se retrouver dans le désert. Donc, en fait, chaque grand calife omeyyade va avoir besoin de se construire son château du désert. Donc, à part vraiment Hicham qui va en construire plus d'un. Et en fait, c'est tantôt relais de chasse. Donc, on organise des chasses dans le désert alentour pour chasser les gazelles, les lions, voilà. Tantôt, un espèce de résidence secondaire dans laquelle on va quand on déprime un peu en ville. Et tantôt, une espèce de palais de démonstration de richesse. Donc, c'est beaucoup le cas pour les palais d'Hicham, avec un décor, des éléments décoratifs à profusion qui en mettent plein la vue, en fait, tout simplement aux émissaires des empires alentours et aux marchands un peu riches qui passent dans le coin. Donc, voilà le palais. Donc, il a été très bien fouillé par des Français, cocorico. Donc voilà l'enceinte extérieure. Donc vous voyez, hein, c'est Harane, hein, pas plus, pas moins, très austère. Donc là, vous avez carrément plus de fente d'aération. Voilà. Vous avez le même jeu avec les briques de biais et des tours et des tourelles qui sont super imposantes. Vraiment, il fait très massif. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous n'avez rien sur la route et il y a cette espèce de masse qui se détache sur l'horizon. Vous êtes obligé de passer à côté. Et c'est vrai qu'il est très, très impressionnant. Malheureusement, vous le voyez ici, hein, l'intérieur a été fouillé. Ce qui était digne d'intérêt a été déplacé dans les musées. Donc aujourd'hui, à part des trous, et effectivement le cardo et le décumanus qui sont à l'heure actuelle encore visibles, vous n'avez absolument plus rien en élévation à l'intérieur. Voilà par contre, donc pas forcément en bon état, mais voilà ce qu'on a retrouvé à l'intérieur. Donc, vous voyez ce type de sculpture presque en ronde bosse, donc qui devait décorer certaines ouvertures qui donnaient dans la cour. Les ouvertures ne donnent pas sur l'extérieur, elles donnent dans la cour centrale. Et avec des figures humaines. Donc là, vous voyez, ça fait très, très sassanide, très byzantin dans les décors, avec ces reprises de pseudo-colonnettes. Donc voilà donc son pendant à l'ouest, donc le fameux, celui que je ne retenais jamais, donc Srarkhir al-Kharbi, toujours construit par Hicham un an avant son jumeau. Donc vous voyez que c'est à peu près la même chose, avec là, ce qui est assez bizarre et ce qui est assez visible quand on connaît le site, c'est cette espèce d'avancée. Alors, est-ce qu'on n'a rien conservé d'un mur qui devait peut-être se trouver là? Est-ce que l'avancée du pavillon militaire qu'on connaît par ailleurs, est-ce que c'était cet élément-là? Je ne saurais pas vous dire. Par contre, le palais en lui-même, c'est bien cette cour-là, la colonnade, et donc effectivement les éléments, les appartements qu'on a autour. Voilà une reconstitution donc du palais. C'est incroyable. C'est le seul palais pour lequel on a une tour carrée. Vous verrez que tous les autres palais ont des tours d'angle circulaires ou semi-circulaires. Et c'est surtout le seul pour lequel nous n'avons qu'une entrée, qui est donc le pavillon que vous voyez ici central, qu'on a eu la chance de pouvoir démonter et remonter. C'est l'actuelle entrée du Musée national de Damas. Donc, et c'est le porche que vous voyez ici, donc, qui a été démonté pierre à pierre et remonté à l'entrée du musée de Damas. Donc, c'est vrai qu'il est avant l'autre, il est plus petit, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travaillé que Srarkhir al-Sharki. Voilà ce que nous avions à l'intérieur des appartements, des peintures figurées. Alors là, écoutez, je ne vais pas vous faire un affront. Vous voyez que les volutes, les grappes de raisin, les volutes de vigne, les motifs sont romains, gréco-romains, coptes pour ce qui est des médaillons
donc avec les petites perles. Ici, vous avez donc un visage qui est vraiment gréco-romain ou copte, on peut l'avoir sur certains tissus coptes, avec donc la coupe de fruits, donc la coupe d'abondance. Vous avez, donc tout ça c'est au musée de Damas, hein, c'est pas resté sur place. Vous avez donc cette scène avec donc un prince, donc on suppose Hicham, en train de chasser. C'est ce qui fait dire que les deux Kasrelkher étaient plutôt des pavillons de chasse. Et vous avez en haut donc une servante qui met du vin dans une coupe, comme quoi à l'époque hein, l'alcool était autorisé. Et ici vous avez un musicien. Hop, je vais rester là-dessus. On va le voir tout à l'heure. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas, on est en train de parler d'un art musulman. Je croyais que dans l'islam, il n'y avait pas de figure humaine. Alors c'est faux, c'est refaux et c'est très très faux. Vous avez des figures humaines de partout. Vous avez une profusion de figures humaines, que ce soit dans les manuscrits, que ce soit ici dans les éléments décoratifs. La seule chose, c'est que vous avez une profusion d'éléments décoratifs. Vous allez le voir même des fois un peu olé olé, mais uniquement dans des éléments privés. Tout ce qui va toucher à la religion, aux mosquées, aux sanctuaires et aux monuments religieux, les figures sont proscrites. Tout de suite, dès le départ, c'est marqué en gros dans le Coran, on est d'accord, mais dans un cadre religieux. Ce qui n'empêche pas des califes comme Hicham, comme Abdelmalik, comme Walid Ier, d'aimer l'art gréco-romain, d'aimer l'art byzantin, et dans leur palais privé, de décorer avec énormément de décors figurés. Énormément. Donc là, vous avez des peintures. Donc là, on est à Kasr Khalabat, donc en Jordanie, que j'ai eu la chance d'aller visiter avec feu mon mentor. Michele Piccilillo, qui était le spécialiste des mosaïques byzantines, certes, mais omeyyades aussi, de Jordanie, qui est un palais tout petit, encore plus petit que Harané, mais vous voyez ici, vous avez tous les éléments. Donc vous avez le palais, qui était tellement petit qu'il a fallu faire une citerne à côté, tellement petit qu'il a fallu faire une mosquée à côté. 50 sur 100. Ouais. Sur 50. Et vous avez ici donc le pavillon de chasse, et ici un bain. Voilà. Le palais était tellement petit qu'on y a mis effectivement la cour, qui du coup est plus trop carré parce qu'il a fallu y caser les appartements du calife. Donc là, c'est Al-Walid Ier. Et surtout, donc on a externalisé tout ce qui était plus ou moins public. Voilà, exemple typique quand on vous dit que l'art figuré n'est pas un art musulman. Si, Kasr al-Halabat est éminemment omeyyade, et pourtant vous avez des mosaïques qui pourraient être des mosaïques syriaques avec des figures. Alors, je vous accorde une chose, le personnage central que vous voyez avec un lapin mort sur l'épaule n'est pas d'une finesse extraordinaire, il a le mérite d'exister. Voilà. Donc, le répertoire est quand même plutôt végétal. Vous le voyez ici, hein, avec les perdrix, les coupes, les corbeilles de fruits. C'est romain, ça, c'est romain, ça. Et, oui, ça peut être romain. Je ne sais pas qui a le micro, mais oui, oui. Ça peut être romain, ça peut être byzantin, ça peut être des mosaïques syriaques. Pour ceux qui connaissent les mosaïques syriaques, vous avez énormément de similitudes. Après, le répertoire, c'est-à-dire la torse, les vagues, les svastika, les triangles, les entrelacs comme ça, les fleurs inversées, vous en avez énormément dans le répertoire romain. Hein. Bon, donc là, on arrive sur donc le complexe de Khirbat al-Mafjar, qui est un des rares exemples, c'est pas le seul, d'un complexe en dehors de la Syrie et la Jordanie et du Liban, qui sont quand même les principaux fiefs de l'Empire omeyyade, qui se trouve en Palestine. Alors, qui sera peut-être plus dans Palestine encore très longtemps, parce que les colonies juives grignotent petit à petit le territoire. Il se trouve au bord du lac de Tibériade, et c'est un complexe, pour l'avoir visité, qui est d'une beauté absolue, qui a été admirablement fouillé par un Anglais, donc Monsieur Hamilton, qui a fait un ouvrage incroyable, et qui a fouillé tout le site. C'est-à-dire que tout a été fouillé avec une qualité de rapport de fouille incroyable. Et vous avez là concentré tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le palais, vous repérez le palais en bleu là, hein, avec l'enceinte et les tours semi-circulaires, la cour centrale. Vous avez une avant-cour avec donc un grand cheminement d'allées, un bain, comme on l'avait ici en fait. Hein, hop,
voyez? Donc, le bain, la mosquée extérieure, voilà. Vous avez la même chose, mais évidemment dans des proportions, c'est quasiment l'équivalent d'une ville. Hein. Donc, la mosquée, le pavillon d'entrée, donc qui en jetait plein les yeux, je vous assure, à qui arrivait. Et vous avez vraiment à l'extérieur le fameux petit pavillon militaire. Donc, tout a été superbement fouillé. Ah non, hein. Ah non, hein. Ah non, hein. Faudra me croire sur parole. Attendez, on va voir si la prochaine marche. Voilà. Vous avez une profusion de sculptures en ronde bosse. Donc là, on n'est plus dans du relief, même très haut relief, on est vraiment dans de la ronde bosse. Vous avez ici le calife Hicham, qui est donc celui qui a construit Khirbat al-Mafjar. Donc, en majesté sur 2 lions, donc avec sa toge richement décorée. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est conservé au Rockefeller Museum parce qu'on n'a pas pu le garder sur site. Et vous aviez ce genre de figure de partout dans le palais. Chaque porche, chaque portique, chaque arcade était décorée avec une sculpture en ronde bosse figurée. Donc c'est dommage parce que normalement il y avait celle d'avant, mais bon, on ne la verra pas, tant pis. Voilà. Voilà ce que donnait en fait la coupole du... Vous savez, le fameux porche. Hop, je vais vous le remettre. Ici. Donc là, vous aviez une coupole au-dessus. Et voilà à quoi ressemblait le porche pour qui... Vous imaginez un marchand ou un émissaire étranger qui arrive dans ce palais. Donc déjà, vous avez le cadre idyllique, et pour une fois, qui n'est pas du désert, avec les vergers des bords du lac Tibériade. Donc c'est extraordinaire. Vous arrivez là-dedans avec une profusion de décors aux influences très, très diverses. Vous avez une très forte influence sassanide. Vous avez une très forte influence gréco-romaine avec les médaillons. Et vous avez... Alors, on va le voir. Voilà. Donc ça, c'est très byzantin, très gréco-romain. Presque, pour ceux qui connaissent l'art grec, mais presque de l'Indus. Avec ces figures, avec des grands yeux ronds. Ça fait assez art du Gandhara, je trouve. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, vous avez voilà, ce genre de figure, hein, avec donc une femme avec des gros seins, pardon, pour un milieu musulman, ça fait un peu bizarre, mais voilà. Voilà donc aujourd'hui le site. Donc, vous voyez que contrairement aux autres, vous avez une palmeraie. Donc, vous êtes là au bord du lac Tibériade. Donc, ce n'est pas une oasis, hein, c'est vraiment les bords du lac Tibériade. Donc, vous avez une profusion d'arbres fruitiers. Vous avez de l'ombre, vous avez de l'eau. Et c'est cette eau qui va expliquer la taille et l'importance dans ce palais. Hop, on va venir. Voilà, des bains. Vous avez ici, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, vous l'avez vu, les bains qui étaient en haut du plan, avec ces mosaïques-là, qui sont d'une qualité, je vais être honnête avec vous, je suis spécialiste de la mosaïque, j'ai fait ma thèse là-dessus, notamment en partie sur celle-ci. J'ai rarement vu autant de motifs, un répertoire aussi fourni d'éléments décoratifs, de répertoires très différents. Vous avez du répertoire sassanide, du répertoire grec, purement grec, avec les svastikas. Vous avez du répertoire très gréco, mais pour ceux qui connaissent les emblémata d'Alexandrie, où vous avez la tête de la méduse au milieu, pour ceux qui avaient suivi la conférence sur les mosaïques, avec ce qu'on appelle donc les mosaïques à plumes de pan. Donc ici, ce sont, vous voyez, et vous avez donc l'emblémata centrale que je vais vous montrer en détail. Vous voyez, c'est d'une qualité extraordinaire. On a une chance, c'est que c'est incroyablement bien conservé. Il y a eu très très peu de restauration. Ici, au centre, se trouvait une statue donc d'Hicham, donc le calife qui a construit le bâtiment. Et vous voyez autour donc cette profusion de détails d'une qualité extraordinaire, avec des marbres venus des 4 coins de l'Empire. Vous voyez un peu ce que ça donne vu d'en haut, enfin c'est extraordinaire. Et ça, c'est sur place et visitable, je vous le dis. On a cette chance. Voilà donc la mosquée de l'abside principale des Bains. C'est donc le chef-d'œuvre absolu de la mosaïque omeyyade. Si vous devez retenir un chef-d'œuvre de l'art omeyyade pour les bâtiments privés, hein, j'entends, c'est ça. Donc, c'est la mosaïque dite au lion et aux gazelles. Donc, vous avez même, vous imaginez, c'est une mosaïque de sol, donc dans une abside assez monumentale quand même, entièrement décorée, hein, vous le voyez sur les bords, hein, vous avez tous les stucs à haut relief.
Et vous avez, pour une mosaïque de sol, c'est très rare, des mosaïques à fond d'or. C'est-à-dire que ce que vous voyez en jaune très clair, c'est de la mosaïque à fond d'or utilisée pour le sol. Donc voilà, c'est d'une qualité incroyable. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez, là où le lion griffe la gazelle, vous avez le sang qui coule. Et je vous assure qu'en vrai, vous voyez, vous avez l'impression que la goutte de sang est en relief. C'est d'une qualité extraordinaire, vraiment. Et j'ai rarement vu une qualité comme ça. Et vous voyez, là, je vous le remontre à la vue générale, tout l'ensemble des bains, et je vous assure qu'ils sont de taille considérable, on n'est pas loin de ceux de Dioclétien, entièrement couverts, le moindre recoin est recouvert de mosaïques. Voilà. Donc là, vous avez l'ensemble des bains. Donc le nôtre est là, vous voyez la taille, hein, c'est à l'échelle. Vous voyez la table des bains de Khirbat al-Mafjar, évidemment, c'est monumental. Et tout ce que vous voyez là, tout, donc l'abside au lion, elle est ici. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Et tout ça est couvert de mosaïques. L'ensemble est entièrement sculpté en haut relief. Et toutes les absides sont ornées de statues en ronde-bosse comme celle que je vous ai montrée. Voilà. Donc c'est vraiment extraordinaire. Vous avez là, vous voyez, hein, Kasr al-Khay par exemple, Kasr al-Khay al-Kharbi, vous avez quasiment dans tous les palais, donc à la citadelle d'Aman, dans les deux Kasr al-Khay, à Kastal, à Khalabat, vous avez à Anjar, vous avez des petits bains. Comme quoi, ce sont vraiment, c'est une culture gréco-romaine où vous avez l'importance des termes, en fait, hein, tout simplement. Tellement fondamentale que même perdu au milieu du désert, on va quand même chercher à mettre en place des bains. Là, on va s'intéresser à celui que vous voyez au milieu, donc Qusay Amara, en Jordanie. Voilà donc Qusay Amara de plus près. Donc vous avez, je vous le montre là parce que donc vous avez une citerne, parce que l'avantage à Qusay Amara, c'est que vous avez une source en dessous, donc avec tout un système, une machinerie en fait à côté de la citerne, et le bain lui-même avec les 3 salles. Donc voilà donc Qusay Amara de façon un peu plus précise. Et tout ce que vous voyez avec des numéros, donc à part ces 2 petits trucs-là, tous les numéros renvoient à des peintures. C'est-à-dire que là, vous avez très peu. Donc ici, vous avez 2 petites mosaïques, ici quand même. Mais Qusay Amara, contrairement à Khirbat al-Mafjar, est entièrement recouvert de peintures. Donc là, vous avez le site vu de l'extérieur, ça se visite. Il faut demander aux gardiens qui habitent à côté, parce que ce n'est pas forcément ouvert tout le temps. Il n'y a pas d'horaire, quoi. Et quand vous rentrez, voilà ce que vous voyez. Alors, je suis désolée. Pour arriver à prendre la coupole complète, je suis obligée de le prendre de loin. Par terre, sur le dos, vous voyez, si vous vous approchez, vous voyez ici des figures humaines. Ici, ici. Donc, vous avez ici la grande ours. Vous voyez l'ours. Donc, vous avez, donc ici, c'est des poissons. Enfin, vous avez, ici, c'est tout simplement les constellations. Donc, qui ornent la coupole. Vous avez sur les murs des scènes, alors qui rappellent, pour ceux qui connaissent la synagogue de Doura Europos, peut-être, qui rappellent assez quand même les peintures perses, les peintures qu'on peut connaître vraiment dans le monde plus persan que byzantin, ou alors très, très romain, on va le voir tout à l'heure. Mais là, vous voyez quand même une dame toute nue ou presque, vous voyez, avec juste un petit voile quand même pour cacher le minimum syndical. Vous avez ici donc un autre personnage avec juste le petit slip. Bon, c'est quand même très osé dans un milieu musulman. Là, vous avez 2 cariatides figurés qui portent des coupelles avec les seins nus. Vous avez ici donc des personnages assez rigolos en fait, qui sont sans doute des gens que l'artiste a dû croiser. C'est-à-dire que vous avez le chamelier avec son dromadaire, vous avez le chasseur, vous avez l'éleveur de chèvres, vous avez, voilà. Et le tout d'une qualité extraordinaire. Alors, je suis désolée, les photos sont assez anciennes. Je crains que le temps ayant fait son ouvrage, l'UNESCO, par exemple, est en train de travailler à une consolidation des peintures, parce que c'est donc dans le désert. Les changements de température, comme partout dans le désert, sont assez flagrantes entre le jour et la nuit. Et malheureusement, les peintures sont en train, moi j'y suis allée quand même pendant 3-4 ans,
Et j'ai constaté déjà en 3-4 ans une dégradation de certaines peintures. Alors, en haut, pas trop. Malheureusement, vous avez des peintures, je vais vous les montrer. Ici, par exemple, vous avez énormément de parties abîmées. Alors, c'est un peu comme à Pompéi. Je vais vous dire que ce qui les abîme le plus, c'est les sacs à dos. Voilà. Vous avez des peintures qui descendent jusqu'au sol et malheureusement, les touristes, en se retournant, même avec la meilleure des volontés pour faire des photos, ils raclent en fait avec les sacs à dos, les sacs, les appareils photo. Et malheureusement, c'est irréversible hein, partant de là. Donc ça, ce sont les voûtes, donc qui sont aussi décorées. Donc là, vous voyez un ours qui joue du banjo. Ça, c'était la couverture de ma thèse. Hein. J'ai trouvé tellement sympa que voilà. Donc vous voyez quand même hein, des femmes nues. Enfin bon. Donc c'est un répertoire. Donc là, vous voyez une femme allongée en train de prendre la sieste, de faire la sieste, un petit angelot, un petit pouto tout nu. Donc là, la femme qu'on a vue. Donc voilà la scène. Hein. Et vous voyez là, ce que je vous explique, en bas. Donc cette zone-là, en haut, ça va encore. Mais tout ce qui est, regardez, à zone de taille humaine, en fait, tout ça, c'est très abîmé. Voilà. Et là, donc, vous voyez une femme en train de prendre son bain. Vous allez me dire, pour un bain, bah, c'est normal. Là encore, pendant des années, vraiment des années, on a eu du mal à croire que ce site était un site musulman. Et pourtant, aujourd'hui, il est très, très bien daté. On est sûr que c'est Omeyyade, mais il a vraiment fallu forcer. Voilà. Donc, on en a fini avec l'architecture. Alors, il y en a plein d'autres, hein, et après, il faut faire une sélection. Là, on va rentrer dans l'architecture religieuse. Donc, tout ce que je vous ai dit sur le côté figuré, le côté très ancré dans les cultures gréco-romaines et byzantines, on va l'oublier, pour beaucoup, pour le côté figuré du moins. Et là, on va s'attacher à l'architecture religieuse. Une des premières mosquées, donc je vous passe évidemment la maison du prophète à Médine, qui date donc entre 622 et 632. Une des premières mosquées omeyyades, c'est la mosquée de Koufa, en Irak. Donc, ça vous rappelle ce que je vous ai expliqué hein, sur la maison du prophète, c'est-à-dire la cour centrale, la salle de prière avec le portique. Je vais vous montrer une vue actuelle, je suis désolée. Ici, nous connaissons ce plan d'après des sources et d'après des fouilles. Aujourd'hui, la mosquée de Koufa, c'est ça. C'est-à-dire que c'est presque iranien, en fait, c'est très chiite, donc avec beaucoup de dorures, beaucoup de céramique bleue, voilà, presque Ouzbékistan, pour ceux qui connaissent Samarkand ou Tashkent, on n'est pas loin. En fait, ça a été reconstruit donc très récemment. Ouais. Et nous n'avons donc que le plan, lorsqu'ils ont fait le dallage en marbre blanc, on a réussi à faire les archéologues ont réussi à faire des fouilles et c'est comme ça qu'on connaît le plan d'origine. Malheureusement, le plan d'origine est entièrement aujourd'hui masqué par cette architecture très chiite. C'est une mosquée très sainte pour les chiites, enfin un peu comme Karbala. Donc là, on revient donc sur la mosquée du prophète à Médine. Bon voilà, c'est une autre photo hein, pour vous montrer, voilà. C'est la deuxième mosquée la plus sainte du monde musulman, donc après le Masjid al-Haram, c'est-à-dire la Mecque avec la Kaaba en son centre, et avant la mosquée Al-Aqsa. On y arrive à la mosquée Al-Aqsa. Donc voilà. Il faut savoir que donc évidemment, comme je vous le mets, la maison construite par Mahomet était une maison, elle a été transformée en mosquée par la suite, et puis agrandie jusqu'à la mosquée que je vous ai montrée tout à l'heure avec l'autoroute autour. Voilà, ça donne ça aujourd'hui, la mosquée du prophète à Médine. Donc c'est un complexe immense, mais c'est un peu comme la Kaaba, c'est-à-dire que quand vous faites le Hajj, comme c'est pas très loin Médine de la Mecque, souvent les pèlerins vont à Médine, et c'est que ça explique la taille absolument colossale de l'église, et ce qui explique qu'on a dû, comme à la Mecque, réfrigérer le sol et l'intérieur de la mosquée pour que ça soit supportable lorsque le pèlerinage a lieu en été. Voilà. Donc voilà les autres lieux les plus saints du monde musulman. Donc c'est l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Donc Jérusalem, ville sainte pour les trois religions, on est d'accord, mais aussi et notamment très important pour l'islam, puisque vous avez la troisième mosquée la plus sainte du monde musulman, donc après la Mecque et Médine, c'est la mosquée Al-Aqsa. Ce que vous voyez derrière le dôme du rocher n'est pas une mosquée. Il n'empêche que c'est un des lieux de pèlerinage les plus prisés par les musulmans. Mais ça n'est pas une mosquée. D'accord ? J'ai souvent entendu, c'est pas une mosquée, il n'y a pas de mihrab, il n'y a rien, il n'y a pas de lieu pour prier dedans. C'est juste un lieu avec une
comment dire, une colonnade qui entoure le fameux rocher. Voilà. Donc là, vous le voyez. Là, je vous l'ai montré. Donc, ce que vous voyez, voilà, c'est pour vous expliquer que si aujourd'hui, l'esplanade des mosquées, c'est très compliqué d'y aller. Moi, par exemple, j'ai eu du mal à y aller. Vraiment du mal. Parce que donc l'entrée qui se fait donc ici, qui donne sur le mur des lamentations, l'accès qui se fait ici est très contrôlé en fait par l'armée israélienne. Il faut montrer patte blanche, il faut voilà, presque s'excuser d'être musulman ou non musulman en ce qui me concerne, pour vraiment accéder à l'esplanade. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ici, donc là je vous passe, il y a encore des fouilles en cours, et vous avez ici un lieu très saint pour les juifs, donc qui est tout simplement les étables de Salomon, qui se trouve en plein milieu de la zone de l'esplanade des mosquées. Donc vous avez ici donc, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Donc voilà la mosquée Al-Aqsa. Donc là, vous avez une vieille photo de la coupole. Donc le plan est un plan qui a été énormément modifié. Vous avez à l'intérieur, qui date de l'époque omeyyade, uniquement une partie d'une colonnade où vous avez des mosaïques à fond d'or, comme la mosquée de Damas qu'on va voir. C'est la seule partie qui reste de l'époque omeyyade et l'emplacement. Tout a été refait au fur et à mesure du temps pour l'agrandir, la modifier, la stabiliser. Et donc aujourd'hui, si je vous montre l'intérieur, et c'est un peu comme à Koufa, vous n'avez plus rien d'omeyyade. Donc voilà l'autre bâtiment qui, effectivement, de l'extérieur, n'a plus grand-chose à voir non plus avec l'époque omeyyade, si ce n'est son emplacement, c'est le dôme du rocher. Donc, il faut savoir que le calife Abd-el-Malik, en 691, quand il décide de construire le dôme du rocher sur le rocher qu'on va voir, il avait pour but, toujours dans cette guerre avec la Mecque, et donc, on va dire, la scission chiite qui se préparait déjà, il veut détourner, vous imaginez, le lieu de prière. C'est-à-dire qu'au lieu d'orienter la Qibla et le mihrab vers la Mecque, il a voulu, donc ça a duré 5 ans, il a voulu détourner l'orientation de la prière vers Jérusalem et vers le dôme du rocher. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps, parce que c'est quand même, je veux dire, ça veut dire remettre en cause l'héritage de Mahomet, que ce soit Médine ou la Mecque. C'est assez compliqué, donc c'est tombé à l'eau. Pour autant, on a gardé ce monument absolument incroyable. Donc l'extérieur est beau, mais très récent, mais l'intérieur est absolument extraordinaire. Donc voilà le plan. Donc c'est pour ça que ça n'est pas une mosquée. Vous voyez qu'il n'y a pas de niche vers laquelle prier, il n'y a pas de salle de prière. C'est juste une colonnade, enfin une double colonnade, avec en son centre donc le fameux rocher. Donc là on vous marque Qibla, c'est pas une niche, hein. C'est juste un accès, mais c'est pas la niche. Voilà le rocher. Je suis désolée, il est en bas, on ne voit pas beaucoup. C'est un rocher qui a une importance extraordinaire puisque dans la vie de Mahomet, c'est de ce rocher qu'a commencé le voyage nocturne de Mahomet sur son cheval ailé, qu'on appelle Al-Burak. Donc, c'est dans la mesure où il est lié à un épisode de la vie de Mahomet, c'est pour ça que ça en fait un des lieux les plus saints du monde musulman. Par contre, l'intérieur que vous voyez, aussi bien l'intérieur bichrome, qui est quand même très, très, très byzantin, la coupole, qui est très, très byzantine, hein, avec les fenêtres, le décor des mosaïques à fond d'or, qui est très, très byzantin, c'est un monument qui s'est très, très largement inspiré de ce qui existait à Jérusalem à l'époque, c'est-à-dire toutes les églises byzantines, que ce soit la Nativité, etc. Et donc, quand Abd-el-Malik décide de construire ce dôme du rocher, il s'inspire de ce qu'il a tout simplement sous les yeux et surtout, il prend les artisans disponibles sur place qui sont des artisans byzantins de formation byzantine et spécialisés notamment en mosaïque à fond d'or. Donc, c'est ce qui explique la profusion de mosaïques à fond d'or. Donc voilà, là c'est un petit patchwork, hein. Et l'inscription que vous avez ici, alors je suis désolée, elle est très bleue, elle ressort un peu vert sur la photo. C'est tout simplement l'inscription de fondation, c'est-à-dire je, Abd-el-Malik, calife omeyyade, décide de construire en 72, soit 791-792, le dôme du rocher pour rendre hommage au voyage nocturne de Mahomet. Voilà. Et il explique
dans cette inscription qui court tout le long de la colonnade, qu'en fait, ce sont des artistes byzantins qui ont décoré cet édifice. Donc, vous voyez ici, donc les mosaïques à fond d'or, on l'a vu à Sainte-Sophie, on l'a vu dans plein de... Enfin, pour qui a fait la conférence de mosaïque avec moi, on l'a vu. Pour qui a vu la conférence de Constantinople, on les a déjà vus. Ce genre de motif-là, avec énormément de décorations, presque de bijoux, de perles, c'est très Ravenne. Et pour qui connaît Thessalonique, c'est vraiment la copie conforme du décor que l'on a dans la rotonde Saint-Georges de Thessalonique. Donc là, on passe dans le chef-d'œuvre absolu, donc pour ce qui est de l'architecture religieuse. Donc le Dôme du Rocher, c'est bien, ça n'est pas une mosquée. Nous avons ici la plus grande mosquée du monde musulman de l'époque, à savoir la grande mosquée des Omeyyades de Damas, construite par Al-Walid, donc le fils d'Abd-el-Malik, entre 606 et 715. Quand je vous dis que quand les Omeyyades sont arrivés à Damas, ils sont arrivés sur une trame urbaine qui existait déjà. La preuve, c'est que quand vous sortez des souks à Damas, la sortie des souks ou l'entrée, enfin, ça dépend dans quel sens vous le prenez, c'est tout simplement le porche du temple de Jupiter héliopolitain qui occupait l'emplacement de la grande mosquée de Damas, qui avait déjà été transformée à l'époque byzantine en église. Et en fait, ils n'ont fait que reprendre les limites de la basilique byzantine pour en faire une mosquée. Et donc, voilà la mosquée typique, on l'a vu, on le reverra pendant quasiment tout le monde musulman, c'est-à-dire principe d'une mosquée à cour, à portique, cour centrale, portique, avec salle de prière. Donc là, effectivement, c'est une salle de prière, on est d'accord. Vous avez la coupole qui vous donne l'orientation de la Qibla, ici le mihrab, avec donc la Qibla ici. Donc la Mecque, c'est par là, en bas. Voilà. Et vous avez effectivement donc, le bassin des ablutions, parce que s'il y a une cour extérieure, c'est surtout pour permettre aux fidèles de se purifier entre la ville qui se trouve à l'extérieur de l'enceinte et l'intérieur de la salle de prière. Et qui dit se purifier, ça veut dire aussi faire les ablutions. Voilà. Donc ça, c'est le sujet de ma maîtrise, par exemple. Donc voilà. Donc là, vous avez une vue aérienne en fait de l'église. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, la mosquée de Damas a souffert, le terme est faible, pendant les bombardements récents avec l'occupation de la Syrie et les destructions. Alors, je ne veux pas savoir de quel côté ont eu les destructions. Le fait est qu'aujourd'hui, la mosquée est très, très, très abîmée. On a une chance, c'est qu'il y a une mission en fait, de l'UNESCO qui a été missionnée sur place pour répertorier ce qui est sauvable et réparer et consolider ce qui est encore en place. Donc, cette mosquée a eu une histoire un peu catastrophique. Les mosaïques, donc, ce sont les mêmes artistes qu'au Dôme du Rocher, c'est-à-dire des artistes de formation byzantine spécialisés dans les mosaïques à fond d'or qui ont décoré toute la colonnade, tout le fronton, tout le trésor qu'on a ici dans le creux, et aussi l'intérieur de la salle. Et en fait, donc, tout ce décor-là a énormément souffert puisque donc, la mosquée a connu 2 tremblements de terre et a connu un incendie incroyable. À l'époque mamelouk, et ce qui fait que on a effectivement des parties entières du décor qu'on a perdues, sans compter ce qu'on a perdu là récemment. Donc voilà, quand vous rentrez, voilà ce que vous voyez, c'est-à-dire donc le fronton de la salle de prière principale, donc avec effectivement toutes ces mosaïques à fond d'or. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de répertoire architectural, de répertoire végétal, mais évidemment, on est dans une mosquée, pas question d'y faire figurer des figures humaines, ni même animales d'ailleurs. Par contre, vous avez un répertoire, vous voyez, ces espèces d'architecture un peu fantaisiste, avec des conques, avec un répertoire, avec des colonnes, avec des chapiteaux très travaillés. Vous voyez, vous avez des colonnes, des colonnettes, des chapiteaux. Regardez bien que les chapiteaux sont tous différents. Et vous avez une espèce de mix comme ça de petites villes où vous avez donc des grands bâtiments et puis avec des lampes, comme ici, et puis des petites architectures un peu plus urbaines. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur de la colonnade. Et donc vous imaginez la colonnade entièrement recouverte. Donc je vous passe les plafonds hein, qui sont beaucoup plus récents. Tout est entièrement recouvert de mosaïques à fond d'or. Tout. Donc ça, c'est le trésor qui se trouve à l'extérieur, où vous retrouvez encore hein, les petites architectures et les volutes assez typiques du répertoire byzantin. Et donc,
voilà donc ce qu'on voit, c'est-à-dire des architectures qui sont très, très, très d'inspiration romaine, avec systématiquement un cours d'eau. Donc, on a deux possibilités dans l'interprétation. On a une interprétation assez ancienne qui est que c'est tout simplement une vision de Damas rêvée avec au pied de la ville le Barada, qui est donc la ville qui courait au milieu de la ville. Courait parce qu'aujourd'hui c'est grosso modo un égout à ciel ouvert. Mais donc à l'époque il y avait réellement un fleuve qui coupait la ville de Damas. Et donc un espèce de mix d'architecture parce que tout simplement Damas est une ville où se mêle de l'architecture byzantine, de l'architecture romaine, de l'architecture omeyyade. Et donc, ces mosaïques ont voulu tout simplement synthétiser tout ce qu'on pouvait voir. Alors, à Damas, mais plus largement, je vais être honnête avec vous, dans l'Empire omeyyade proche. Voilà. Et puis, vous avez une vision un peu plus idéologique et théologique qui est que c'est une vision de la ville rêvée et du paradis. Moi, je suis plus terre à terre. Je préfère y voir le Barada et des architectures qui existent ou peut-être ont existé. Voilà. Là, on n'est pas dans une mosquée. Donc ça, c'est vraiment le sujet de ma thèse. 3 volumes hein, pour ceux qui veulent l'emprunter. En fait, j'ai dans ma thèse, donc j'ai travaillé sur les sols et je me suis aperçue que les Omeyyades, contrairement aux Abbassides qui, eux, ont eu vraiment une volonté de construire et d'imposer le pouvoir politique musulman sur les territoires. Les Omeyyades, eux, ils étaient plus préoccupés à conquérir. Donc, qui dit passer du temps avec l'armée à conquérir les territoires périphériques, ils n'ont pas forcément ni l'ambition ni la priorité de construire. Donc, ils vont réutiliser certains bâtiments, ils vont restructurer et compléter certains bâtiments, ils vont reconstruire et réaménager un peu comme ils l'ont fait à la mosquée de Damas. Et on a surtout donc énormément d'exemples, plus de 70 exemples d'églises qui, en Syrie, Jordanie, Palestine, Liban, voilà, ont été réutilisées et utilisées par les deux communautés, c'est-à-dire la communauté chrétienne la plupart du temps, et le vendredi, donc le jour de la prière, le masjid, utilisé par les musulmans. Donc ici, vous avez un exemple que j'ai eu la chance de fouiller avec le père Pichilil, donc à Oumer Rassas, en Jordanie, où vous avez donc une église byzantine avec un narthex, une abside, voilà, et où vous avez, dans la mesure où l'église a été réutilisée par les musulmans, une destruction systématique, non pas du décor, mais uniquement de ce qui est figuré. Vous voyez ici, vous devinez des petits anges joufflus et tout nus. On a massacré juste ce qui permettait d'identifier le petit Puto, mais on a laissé, donc ici vous avez le nom de l'évêque qui a construit l'église, il y a marqué Dieu 3 fois dans le cartouche, mais on s'en fiche, on ne sait pas lire le grec à l'époque. Nous, ce qui intéresse, c'est que pour que l'espace soit utilisable par les musulmans, on a pris le soin de détruire uniquement les décors figurés. Donc, je vous le montre ici, et c'est assez, vous voyez là les mains des personnages, enfin, vous devinez les personnages, on a défait les tesselles très proprement, on les a mélangés comme au Bogle et on les a remis un peu n'importe comment, et ça donne ça. Mais pour autant, vous avez marqué ici, Ioannis, évêque d'Éphèse, sans problème, on s'en fiche, on ne sait pas lire le grec. Donc, tout ça pour vous dire que donc, les musulmans ont eu cette intelligence de ne pas forcément tout détruire, mais de réutiliser, voire de cohabiter avec les communautés locales, notamment les communautés chrétiennes. Et on a énormément, je vous assure, d'églises dans lesquelles on a, alors, ou dans la totalité de l'église, ou dans les zones utilisées par les musulmans, les figures qui ont été mutilées. Ça n'a rien à voir avec la période d'iconoclasme byzantin, comme on pourra le voir ailleurs. C'est vraiment propre à cette double utilisation des monuments religieux, et par les chrétiens et par les musulmans. Ensuite, alors je suis désolée, on va passer très très vite sur les arts mineurs omeyyades, tout simplement parce que l'époque omeyyade, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme ce que je vous expliquais pour les églises, ils n'avaient pas vraiment le temps de faire des fioritures, de décorer, d'avoir de la céramique à eux. Donc souvent, la céramique omeyyade, c'est ni plus ni moins que de la céramique byzantine tardive, donc c'est beaucoup de la céramique commune, on va le voir. On a quelques belles pièces, alors vous le verrez, pour ceux qui vont lire les légendes, souvent c'est marqué salle des ventes. J'en suis la première navrée. L'art omeyyade n'est pas vendeur dans les musées.
Vous avez très très peu de collections omeyyades, au Louvre par exemple, mais dans tous les musées. Tout simplement parce que c'est un art qui n'est pas vraiment musulman, donc c'est difficile d'expliquer aux gens que vous avez des figurations, que vous avez... Donc, voilà. Donc on préfère partir tout de suite du 9e siècle avec les Abbassides, où effectivement vous avez une grosse production. On a un deuxième problème qui est la conservation et les fouilles archéologiques qui nous livrent très très peu de matériaux et de mobilier. Et donc, quand on a, malheureusement, c'est très peu dans les musées, c'est souvent dans les salles des ventes. Donc là, vous avez donc un pichet donc avec des corps estampés, enfin moulés donc de calligraphie d'époque omeyyade. Là, vous avez donc un décor glacuré donc avec des volutes. Donc c'est toujours géométrique puisque là encore, on ne sait pas dans quel milieu on va l'utiliser. Donc on préfère faire de l'aniconique plutôt que de devoir éventuellement casser la céramique pour l'utiliser dans une mosquée, pour les ablutions. Donc souvent, les décors vont être des décors aniconiques. Souvent. On va pas dire tout le temps. Donc là, vous avez un pot à cuisson. Donc vous imaginez, hein, vous mettez les charbons au fond et puis vous mettez votre plat à cuire dessus. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un décor. Donc voilà, c'est une des rares pièces conservées donc, au musée du Louvre. Là encore, l'attribution à l'époque omeyyade, elle est assez compliquée, donc en dehors de la datation, parce que c'est dans un environnement iranien qu'on connaît énormément de céramiques à Suse et qu'il est très difficile de faire la part des choses entre le Suse omeyyade et le Suse beaucoup plus tardif. Donc là, on sait que c'est omeyyade, on a cette chance. C'est l'inscription qui nous le dit. Hein. Voilà l'exemple tout simplement de jarre à décor glacuré et bichrome. Ça, c'est trouvé à Mafraq, en Jordanie. Et après, voilà le genre de céramique, de pot de cuisson tout à fait commun et qu'on a énormément dans l'Empire byzantin. Donc après, c'est très difficile de dater cette jarre-là d'époque omeyyade plutôt que d'époque byzantine ou abbasside. À la limite, hein, une céramique commune, c'est assez compliqué. Là, c'est pareil. Alors là, on sait que c'est d'époque omeyyade, tout simplement par rapport à la couche dans laquelle elle a été trouvée aux alentours de Bosra, et qui est conservée au musée de Bosra. Voilà, là, on passe donc sur des sculptures, donc ça, c'est sur de l'albâtre. Vous reconnaissez à peu près hein, les volutes, les grappes de raisin qui ont fait la renommée des décors qu'on a vus, aussi bien sculptés en haut relief que sur les décors des mosaïques à fond d'or. Donc c'est un répertoire purement gréco-byzantin. Voilà ici un rare exemple d'ivoire sculpté d'époque omeyyade. Donc vous avez, vous connaissez ce genre de figure hein, connue sur les ivoires byzantins, ce genre de sculpture presque donc très 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 ciselée. Voilà, donc c'est un des rares exemples. Donc là voilà, ce sont alors ici des ivoires, là des bois sculptés. Tout ça pour vous montrer tout simplement en fait l'espèce de continuité du répertoire, notamment végétal, végétalisé, de rinceaux, de vignes, etc., qui part de l'époque romaine, enfin grecque, romaine, byzantine, et puis qui passe sans beaucoup de changements dans le répertoire musulman, et qui fera une des marques de fabrique hein, du répertoire musulman. C'est-à-dire que la profusion de décors, notamment végétalisés et végétal, c'est ce qui fera vraiment la renommée de l'art musulman. Donc là, je vous passe les monnaies tout simplement juste pour vous expliquer que effectivement, à l'époque omeyyade, donc on a un Coran qui au départ est écrit, donc qui est transcrit dans plein de dialectes différents. Il faut attendre les Omeyyades pour avoir la langue unique, qui est donc la langue arabe avec la calligraphie qu'on lui connaît aujourd'hui. Et notamment, c'est Abd el-Malik, donc celui qui a voulu changer l'orientation de la Mecque, qui a construit le Dôme du Rocher, qui a mis en place un système monétaire. C'est-à-dire qu'il s'est dit que c'est bien d'avoir un empire, mais si on voulait que les gens sachent qu'on était dans l'empire omeyyade, fallait-il avoir une monnaie omeyyade. Donc il va créer 3 monnaies, donc le dinar d'or, le dirham d'argent et le sou en bronze. Autant vous dire que le bronze, on en a très peu d'exemples. On a plus de dirhams d'argent, comme on le voit ici. Donc là, vous avez par exemple un dirham de Muawiyah en argent, et donc le dinar d'or d'Abd el-Malik, un des premiers. On conserve au cabinet des monnaies médailles à la BNP.
Voilà les métaux omeyyades. Alors, comparé à la céramique, c'est sûr que c'est plus facile de retrouver des métaux que de retrouver de la céramique. Vous avez donc ici donc, le brasero dit de Mafraq, donc du début du 8e, conservé au Musée national d'Amman, qui est d'une qualité extraordinaire. Vous avez effectivement des personnages figurés ici, et puis sur les reliefs ici, donc des griffons aux 4 angles. On n'a malheureusement qu'une façade. Il faut imaginer quelque chose de carré. Vous avez ce genre de... Alors, je suis désolée, la photo est floue. Hein, voilà. Vous avez ce genre d'aiguières. On a énormément d'aiguières d'époque omeyyade. Donc, celle-ci est plutôt simple. Et puis, vous allez voir qu'on a des aiguières qui sont quand même beaucoup plus travaillées avec une forme zoomorphe pour lance, avec tout un système de flammes en décor et puis un bas un peu gaudronné. Donc là, vous avez un pot à cuisson avec donc des formes zoomorphes ici. C'est des museaux. Et voilà le chef-d'œuvre des métaux omeyyades. Donc, c'est donc ce qu'on appelle l'aiguille du Fayoum. Et donc, il date de 749. Donc, c'est vraiment juste avant la chute des Omeyyades. Et qui, là, effectivement, présente un décor ici assez remarquable. Ici, un décor vraiment très ciselé. Et puis, vous voyez le détail du coq. Voilà, qui est quand même vraiment remarquable. On a eu la chance de retrouver cette pièce en très, très bon état. Le Fayoum, c'est une zone désertique, donc effectivement, le désert a très bien conservé la pièce. Donc, historiquement, donc là, on arrive à la fin des Omeyyades. Historiquement, les Omeyyades, c'est un art, comme vous l'avez vu, et je pense que j'ai essayé de vous le dire à plusieurs fois, histoire que ça rentre. C'est un art, en fait, qui va synthétiser, qui va assimiler tout ce qui existait sur place lorsqu'ils sont arrivés. C'est-à-dire, c'est une espèce de synthèse, un creuset. On prend, on mélange, on remue, et ça donne l'art omeyyade. C'est un mélange d'art grec, un mélange d'art romain, un mélange d'art byzantin, un mélange d'art sassanide. Parce que au fil des zones commerciales, des échanges commerciaux, c'était une région qui naturellement était une zone propice au commerce et où s'échangeaient des objets avec des répertoires de ces grands répertoires-là, sassanides, grecs, romains, byzantins. Et en fait, ils se sont tout simplement inspirés de ça en l'adaptant. Évidemment, donc effectivement, pas de figures dans les monuments religieux. Ça n'empêche pas les figures dans les manuscrits plus tard et dans les monuments privés, comme on l'a vu. Et pourquoi j'ai décidé de m'arrêter en 750? Tout simplement parce qu'avec l'arrivée des Abbassides, donc qui se fait quand même de façon tonitruante, puisqu'ils vont, après plusieurs batailles avec les grands califes et généraux omeyyades, ils vont prétexter un repas de réconciliation et les Abbassides vont massacrer, tuer, empoisonner. Ceux qui n'étaient pas morts de poison, ils allaient mourir sous la lame. Les Omeyyades, seul un Omeyyade va réussir à s'échapper. Donc, il s'appelle Abd al-Rahman II. Vous le connaissez parce que c'est lui qui va fonder l'émirat de Cordoue. Il va partir du coup très loin pour échapper aux lames abbassides et va s'instaurer donc l'empire abbasside. L'empire abbasside, c'est un empire qui se veut issu d'Ali, donc qui est au niveau de la religion, au niveau théologique, est assez différent de l'islam, assez pacifiste, prôné par les Omeyyades. On en discutait avec Henri avant la conférence. C'est vrai que c'est un empire qui arrive au maximum de ses limites géographiques, et comme tout empire qui cesse de s'étendre, les problèmes, en fait, ils vont émerger de l'intérieur. C'est-à-dire qu'après avoir géré les problèmes à l'extérieur, lorsque l'empire se stabilise au niveau de ses frontières, des problèmes internes vont surgir, l'empire est trop grand, l'empire va devoir politiquement se scinder, le centre de l'empire va être déplacé de Damas en Irak avec la création donc d'une ville ex nihilo, Bagdad, donc on appelle Dar al-Islam, c'est-à-dire la maison de l'islam, puis Samara, puis re-Bagdad. Donc vous voyez que déjà dès le début, on a perdu cette espèce de stabilité qui a fait, on va dire, la caractéristique de l'Empire omeyyade, pour arriver sur un califat qui est beaucoup plus tendu, avec beaucoup plus de problèmes internes, des problèmes théologiques, avec effectivement cette scission entre sunnites, chiites, et même d'autres branches de l'islam qui vont émerger, et surtout un empire qui, au fil des siècles, va devoir tout simplement se scinder. Donc, vous le voyez ici, en 820, vous avez l'Empire abbasside, mais vous voyez que déjà, de l'Empire omeyyade, on a perdu effectivement l'Espagne
avec donc l'émirat, qui n'était pas encore un califat, l'émirat de Cordoue. Vous avez les Idrissides au Maroc, vous avez les Aghlabides dans une partie d'Algérie, en Tunisie, vous avez énormément de petits territoires donc, qui s'ouvrent vers l'Éthiopie, et un empire byzantin qui pousse quand même du côté du Taurus, et donc un empire qui n'est pas du tout stable, et surtout un empire qui va décliner de guerres internes, de querelles théologiques, et qui va surtout avoir un art qui va se transformer, qui va devenir un art beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus aniconique, beaucoup plus fidèle aux prescriptions du Coran, avec donc effectivement la mise en place d'écoles coraniques où on va former des théologiens, ce qui n'existait pas du tout à l'époque omeyyade. La seule chose qu'ils vont garder effectivement de l'époque omeyyade, c'est cette volonté de pérenniser le savoir qui existait, avec, à l'époque abbasside, la traduction des grands textes grecs, notamment les grands traités de médecine, les grands traités de nature, le traité des étoiles fixes, etc., qui va faire la richesse de la littérature abbasside. Mais là où le savoir n'oublie pas son passé, l'art et la politique vont très très vite oublier les cultures existantes et vont faire en sorte vraiment d'éradiquer tout signe de culture préexistante pour faire de l'Empire un empire purement islamique. Et je pense, on en discutait avec Henri, je pense que c'est ce qui va en partie causer la perte de l'Empire abbasside, puisque donc là, vous voyez, en 820, il est déjà scindé, et vous allez voir qu'en l'an 1000, vous avez donc les Omeyyades de Cordoue qui se sont étendus, et vous avez surtout les Fatimides, qui donc vont prendre le pouvoir en Égypte et qui vont petit à petit grignoter le territoire des Abbassides, qui vont artistiquement prendre mais complètement le dessus sur l'art abbasside, puisqu'aujourd'hui la plupart des œuvres de l'an 1000 sont des œuvres plutôt fatimides ou ayyoubides comme on va le voir, et surtout les Fatimides sont tout simplement plus, comment dire, beaucoup plus bataillants, tout simplement pourquoi parce qu'ils vont devoir, eux, avoir affaire aux chrétiens avec les croisades, alors que les Abbassides, plus ça va, plus ils se retirent dans une zone beaucoup plus iranienne, hein, vous le voyez, presque on dépasse le Tigre, on est vraiment dans une zone iranienne, et par contre les Fatimides, eux, avec les croisades, vont prendre de l'importance, que ce soit au niveau religieux ou que ce soit au niveau artistique, avec les échanges. Et surtout, ils vont, les Abbassides s'éloignant, ils vont perdre la légitimité au Proche-Orient et ils vont se faire grignoter petit à petit par les Turcs arrivés d'Asie centrale. Donc voilà pourquoi tout simplement, moi je m'arrête en 750 parce que je considère que c'est là que se forme le creuset qui va faire la richesse de l'art musulman. Et ensuite, ça va être très difficile pour moi de vous parler d'art abbasside, parce qu'est-ce qu'on parle d'art abbasside, d'art fatimide, d'art idrisside, d'art aghlabide, c'est très compliqué. Donc pour des questions de clarté aussi dans un discours qui est déjà compliqué, j'ai préféré m'arrêter en 750. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que j'ai pas été trop non plus, voilà, parce que c'est compliqué, mais voilà. Parfait, parfait. Très, très bien. Bien. Enchantée.